L'indépendance, comment y parvenir? Certains indépendantistes la font dépendre d'une très hypothétique révolution. D'autres indépendantistes nous déclarent pas d'élection. Les élections, c'est du bidon. Soit. Mais alors, soyons sérieux. Si vous ne croyez pas aux élections, il ne vous reste qu'une solution, messieurs. Une seule. Et il faut faire vite, c'est l'insurrection. En bref, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas. Ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et puis toute la polémique sur la colonisation. Non mais tu vois pas l'insolence. On regarde des descendants d'esclaves et on leur dit franchement, ce qu'on vous a fait c'est pas mal, vous peignez pas trop quand même. Parce que si maintenant vous savez manger avec une fourchette et vous asseoir proprement à une table, c'est grâce à nous. Nègres, qu'on dénigre, qu'on laisse dans le vague. Wesh la Kaye, bienvenue à Tendez l'oreille. On parle de vous. Euh, Aujourd'hui, on va aller droit au but, comme vous avez vu pendant l'extrait. Nous avons utilisé la figure de Césaire, nous nous sommes servis de cette vidéo comme tremplin pour le débat qu'on va avoir aujourd'hui entre euh, la question de l'indépendance et l'autonomie, notamment sur la Martinique, mais aussi avec d'autres cas, d'autres illustrations, d'autres îles et d'autres territoires sous domination française. Euh, mais on va d'abord commencer dans une première partie sur la question de déboulonnage de statut lié à l'esclavage. Et, euh, et pour cela, on a deux invités de très très grande qualité, de très grand calibre, que je vais laisser se présenter. Si vous pouvez parler un peu de vous, de votre parcours personnel, militant, associatif, etc., ce serait génial. Bienvenue la team. Merci beaucoup, hein, merci de nous recevoir aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Emmanuel. En termes de parcours académique, j'ai fait Sciences Po Toulouse et le master politique, discrimination et genre. Donc, direct, on place le thème, quoi. On est direct dans le vif du sujet et ça s'est accompagné de divers engagements militants, féministes, antiracistes, avec la fameuse asso de Sciences Po Toulouse, qu'on ne nomme plus. Donc, RD représente. révolte décoloniale et divers engagements dans des petites actions de bénévolat à côté de l'aide aux devoirs dans les quartiers populaires de Toulouse, etc. Donc globalement, c'est ça et voilà, un parcours assez engagé dans le militantisme intersectionnel, féministe et antiraciste. Et on le rappelle, tu es originaire de la Martinique. C'est Tu ça, peux originaire de la préciser Martinique. de quelle ville, village? Je suis née en Martinique, j'y ai grandi et donc je viens de Rivière-Salée, Fort-de-France. Et du coup, je l'ai quitté à 18 ans au moment de faire les études parce que pas trop le choix. En termes de diversité des parcours universitaires, il n'y avait pas ce que je voulais. Donc, on a rejoint la métropole pour faire les études. Du coup, prépa et Sciences Po Toulouse ensuite. Et maintenant, je suis sur Paris. Ah, merci beaucoup, la copresse. On va laisser maintenant la parole au grand seigneur, le G. Le G, je t'en prie. Merci, merci, le petit, comme on appelle. Non, mais ouais, pour me présenter un petit peu, si vous voulez, je suis comme Saïna, hein, réunionnais. J'ai quitté la Réunion à 17 ans pour entrer à Sciences Po, comme les autres. Sciences Po, pourquoi Sciences Po? Sciences Po, on va dire parce que c'est une grande école, hein, je vais pas mentir, je vais pas dire que j'ai fait Sciences Po parce que je kiffe le thème, etc. Je savais même pas ce qu'on y faisait, mais c'est une grande école, ça avait un grand nom, donc vas-y, c'est bien pour le CV. Donc voilà, en arrivant là-bas, on a découvert un petit peu tout ce qui était inégalité, prise d'identité et surtout illégitimité culturelle qui fait qu'on s'est engagé. Donc je me suis engagé, pareil que les autres, dans nos révoltes décoloniales qui étaient à l'époque Melting Pot, mais on va pas dire ce nom parce que ça fout la honte. Mais voilà, donc on s'est engagé pendant tout ce temps à Sciences Po. Enfin, en fin de parcours avec Abdelkrim, on s'est engagé aussi dans un petit syndicat étudiant. Voilà, par la suite, bon, on a fait de l'entrisme. Par la suite, on a fait de l'entrisme, on travaille avec les politiques. Et voilà, mais on reste engagé pareil. Rien n'a changé, juste la méthode qui a changé. On va pas dire que je suis pas devenu réformiste, on va dire que je me suis adapté au réformisme. Carrément, gars. Du coup, Saïna, je te laisse la parole maintenant pour faire une petite introduction. Si, merci à vous tous pour les présentations. Alors, le 22 mai 2020, jour anniversaire
de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Deux statues de Victor Schœlcher sont brisées par des militants décoloniaux à Fort-de-France, en Martinique, chef-lieu de la Martinique. Le 14 juin 2020, le président de la République française, Emmanuel Macron, suite à la controverse du déboulonnage des statues, déclare: La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Le 18 juillet 2020, la statue de Victor Schœlcher est renversée à Cayenne, en Guyane française. Le 23 juillet 2020, la statue de Victor Schœlcher est renversée à Basse-Terre, en Guadeloupe. Quelques jours plus tard, le 26 juillet, les statues de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Bélin d'Esnambuc sont détruites à coups de massue à Fort-de-France. En octobre 2022, la statue de l'esclavagiste Bertrand-François Maé de la Bourdonnais, située à Saint-Denis à La Réunion, est badigeonnée de peinture rose. Un an après, le 4 décembre 2023, la statue Maé de la Bourdonnais quitte le square La Bourdonnais et est transportée sur une base militaire nommée Caserne Lambert à Saint-Denis, inaccessible au grand public. Évidemment, chaque déboulonnage de statue entraîne et a entraîné son lot de controverses, peu importe le territoire concerné. J'aimerais vous poser cette question. Comment vous expliquez les tensions liées au déboulonnage des statues? Ben, en fait, comment expliquer les tensions liées au déboulonnage, c'est-à-dire le contexte qui a entraîné au déboulonnage ou bien les tensions qui ont suivi les déboulonnages? Moi, je pensais surtout aux tensions qui ont suivi, mais ce serait intéressant de discuter sur l'avant-déboulonnage. Ben, l'avant-déboulonnage, c'est une période un peu particulière, en tout cas dans le cadre de la Martinique, parce que c'était déjà socialement une période de forte activité et de revendication, qui s'est notamment traduit par les revendications sur le scandale du chlordécone en Martinique. Donc déjà, on était dans un contexte d'agitation sociale, d'éveil des mouvements décoloniaux, des mouvements écologistes, etc. Donc il y avait déjà une profusion de militants et militantes de nouvelles générations qui se réappropriaient en fait des sujets qui ont existé depuis des années, des dizaines d'années sur le territoire, mais qui ont été du coup réactualisés. Je pense que ça a été un moment très riche de réflexion et de revendication. Après, il y a aussi beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je pense même au niveau international, dans un contexte mondial, c'était aussi une période d'agitation. Il y a eu les violences policières aux États-Unis et globalement en France aussi. Donc, il y avait en parallèle des problèmes propres au territoire martiniquais. Je pense beaucoup de réflexions sur le sujet de la justice raciale et des réparations, en fait, qui ont amené à un contexte fertile pour les déboulonnages des statuts. Je pense que c'est ça qui a fait que le moment était plus ou moins approprié à ce que ça se passe et que ça ait un écho, en fait, dans d'autres territoires, donc Guadeloupe, Guyane et ailleurs, en fait, même hors des Outre-mer et des Antilles françaises. Et je pense que pour ce qui est des tensions, c'est que justement, ça a eu un écho tellement fort et tellement peut-être inattendu que ça n'a pas du tout été bien perçu par le personnel politique, mais y compris, en fait, le personnel politique au niveau local, donc même les élus locaux, au niveau des collectivités territoriales, les mairies, etc. C'est des gestes qui ont, je pense, été très mal compris et à l'échelle nationale, n'en parlons pas, quoi. Ouais, pour compléter ça sur La Réunion, ben, en vrai, ce qui s'est passé à La Réunion, c'est intéressant parce que, alors, justement, comme tu disais, Saïna, le premier déboulonnage qui a eu lieu officiellement, c'est celui de Maïla Bourdonnais à Saint-Denis qui a été déplacé dans la caserne Lambert. Mais autour de ce déboulonnage-là, en fait, il y a eu plein de choses. Il y a déjà enfin, il y a tout un contexte historique qui mène à ce déboulonnage. Ça n'a pas commencé en 2022, ça n'a pas commencé avec la municipalité de Saint-Denis, ça a commencé avec les petites associations. Donc, il faut jamais oublier les associations qui se battent pour ça. Il y avait, enfin, notamment, je crois que c'était début des années 2010, RSKP qui avait manifesté devant, qui avait mis une bâche noire sur la statue. D'ailleurs, un des membres qui est devenu aujourd'hui député, donc Frédéric Maillot. Et donc, ce contexte-là, en fait, c'est un contexte qui a toujours un peu existé, mais qui a jamais été majoritaire, qui a jamais eu sa place dans les milieux légitimes, en fait. Ça a jamais eu vraiment sa place dans les milieux, dans les partis politiques, dans les grosses associations très financées, etc. Mais pour le coup, là, donc, le fait que la mairie de Saint-Denis le porte, ça a eu cet impact-là, mais après, enfin, ce que la mairie de Saint-Denis a fait, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Ils l'ont pas déboulonné pour le mettre dans un musée ou autre, ils l'ont déboulonné pour le mettre dans une caserne militaire, ce qui rend aussi le symbole un peu, ça reste un peu chelou, tu vois.
autour de ça, donc le contexte qu'il y a eu à La Réunion, c'est qu'il y a eu des associations aussi qui ont manifesté contre. Je crois que dans le podcast que vous avez publié là sur Mayotte, on parlait de Gaël Lebon qui était alors c'était le Front Réunionnais, je crois que le Rassemblement Réunionnais, je crois qu'ils appellent ça comme ça, une association d'extrême droite qui a manifesté contre. Il y avait aussi le parti Trait d'Union de Michel Vergoz, macroniste, qui a aussi beaucoup, beaucoup pris la parole contre. Donc après, il y a vraiment cette question d'assimilation. Donc, et là, on va revenir dessus après, mais sur la question entre les départementalistes et les historiques autonomistes qui ressort sur ces questions-là. C'est-à-dire que les historiques départementalistes de droite sont attachés aux figures françaises, sont attachés à l'histoire officielle, l'histoire nationale, du grand récit national. Et donc les Maël Bourdonnais, qui était un ancien gouverneur, eux, c'est ça qui les fait kiffer en fait. Et eux, l'histoire des esclaves, ça doit s'écrire à côté ou derrière ces grands noms-là, au lieu de s'écrire en priorité dans la mémoire du pays. Oui, merci beaucoup pour vos réactions. Ça me fait penser moi à une parole qu'a eu un artiste du groupe réunionnais Holocauste. Alors à chaque fois j'ai du mal à le prononcer. C'est Gaël Velguin qui dit l'histoire doit rester dans les livres d'histoire. Ce n'est pas une statue qui fait l'histoire. La statue, c'est la mémoire, ce qu'on veut retenir et c'est ce qu'on met en avant. Et c'est souvent ça ce qui crée des tensions. Ce qui les vivifie, c'est que la statue a un caractère singulier comme trace historique, comme trace mémorielle, au-delà d'un écriteau ou d'un nom de rue ou d'une inscription dans un musée. Elle occupe par sa place dans l'espace public enfin, une place particulière, on va dire. Et c'est un outil de glorification. Ouais, en fait, c'est pour faire un peu l'avocat du diable avec ça, parce que j'ai déjà entendu un argument, enfin, qui est justement lié à la question de l'histoire et de la mémoire. Il y a ceux qui disent que ces statuts-là font partie quand même de l'histoire, de l'esclavage, de la traite coloniale, enfin, de la domination coloniale, etc. Et qu'il ne s'agirait pas tant de les déboulonner que de mettre une plaquette en contextualisant, eh bien, l'origine de cette figure historique, ce qu'elle a fait, mettre à profit cet espace symbolique pour expliquer une histoire coloniale et une histoire esclavagiste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que mettre une plaquette sur la statue permet d'en réduire la portée peut-être oppressante et l'histoire douloureuse ou pas du tout? Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair avec ma question. Bah, en ce qui me concerne, tu as été très clair et pour moi, c'est un faux débat en fait. Enfin, pas c'est un faux débat parce que la question se pose légitimement, mais en tout cas, je pense pas que ce soit la réponse pour la simple et bonne raison que à travers les destructions de statues, ce qu'on comprend, c'est en fait une volonté de se réapproprier l'espace public et devenir un espace représentatif de la société qu'il est censé, enfin, à laquelle il appartient. Et c'est notamment ce qu'ont revendiqué en fait les militants et militantes qui ont participé au déboulonnage des statues de Victor Schellcher en Martinique en mai 2020. Parce qu'on le rappelle, en fait, il y a deux statues, mais il y a plus que ça. Il y a la bibliothèque Schellcher, il y a le lycée Schellcher, il y a la ville de Schellcher, il y a des rues Schellcher. Donc, en fait, c'est pas seulement deux statues, c'est tout un espace public qui porte le nom de personnes qui aujourd'hui ne sont plus considérées comme des dignes représentants de la société martiniquaise. Et en fait, mettre une pancarte explicative ou faire un point historique sur qui sont ces personnages, évidemment, c'est nécessaire, mais le fait est que ça peut se faire dans le cadre d'un musée ou dans le cadre de l'enseignement de l'histoire à l'école et que l'espace public, comme ça a été rappelé au départ par Seina, c'est que la symbolique des statues, en fait, c'est porter, c'est rendre un hommage à des personnes historiques dans l'espace public. Et le choix de ces dites personnes, en fait, c'est un point extrêmement politique qui est aujourd'hui l'objet du débat. Donc, en fait, c'est pas suffisant de mettre une pancarte et d'expliquer qui était Victor Schellcher et pourquoi aujourd'hui sa, sa figure fait l'objet de controverses et pourquoi le Schellcherisme aujourd'hui a autant de prégnance en Martinique. C'est aussi de dire, ah ben, la Martinique a d'autres héros, d'autres héroïnes. La Martinique ne s'est pas construite que sur la figure des abolitionnistes français, qu'elle s'est construite sur le sang des esclaves, sur les luttes, sur les révoltes, sur aussi dans des temps plus modernes, sur des historiens, des historiennes, des artistes, enfin toutes les personnalités qui participent à la construction d'une culture martiniquaise à proprement parler et qui ne sont pas des personnes issues de la métropole et des symboles coloniaux.
Ouais, pour reprendre, enfin justement, pour confirmer ce que tu dis là, Emmanuel, en fait, la question de mettre des plaques aurait pu, dans un monde, être intéressante si il n'y avait pas que des symboles coloniaux, en fait, dans nos rues. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça actuellement. Pareil pour La Réunion, des symboles coloniaux, il y en a partout, des anciens gouverneurs, des anciens députés, notamment Michel Debré, des écoles Michel Debré, des rues Michel Debré, des avenues Michel Debré, tous les lieux comme ça qui ont des noms de gens qui ont fait du mal à notre pays. En fait, ces noms-là sont omniprésents. Aujourd'hui, certaines majorités, certaines forces politiques essaient de contrebalancer ça en donnant d'autres noms, notamment là un nouveau lycée qui s'appelle Paul Vergès, des choses comme ça. Mais malheureusement, c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on peut pas accepter, c'est que la seule représentation qu'on ait dans notre espace public soit une représentation coloniale. On a déjà les bâtiments qui sont déjà assez coloniaux. On peut pas accepter non plus que ce qui est glorifié à travers la statue, parce que la statue c'est une glorification, c'est une célébration d'une personne, soit aussi des symboles coloniaux. Donc pareil, comme je disais tout à l'heure, que le parti un peu macroniste qui proposait, au lieu de déboulonner, il proposait de construire une autre statue à côté, selon moi c'est une connerie. Et selon moi, ça revient juste à dire qu'en gros, les deux sont des égaux, en fait, tout simplement. Les deux ont leur égale place dans la société réunionnaise ou ultramarine, alors que c'est pas le cas. L'un est un bourreau, l'autre est la victime. Oui, oui, je vois totalement, totalement. Et en fait, ça me fait penser le nom de certains lycées et de certaines rues au Maroc. Il y a notamment le lycée Lyautey, je crois que c'est à Casa, d'Arbeda. Et Lyautey, juste pour rappel, c'était le résident général français pendant l'époque du protectorat au Maroc. Je veux dire que par là que même un pays formellement indépendant continue aujourd'hui de déployer des noms dans l'espace public qui ont, comme tu dis, le G, qui ont dominé, exploité les populations autochtones locales, etc. Ouais, voilà, je voulais juste faire le parallèle avec d'autres espaces colonisés par la France. Et aussi rappeler cette citation de Fanon qui disait dans les damnés de la terre, monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statues, la statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont, monde sur de lui, écrasant de ses pierres les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial. Je trouve qu'elle synthétise assez bien ce dont on parle aujourd'hui, quoi. Quelques réactions à cette belle citation. Alors, j'aimerais aussi, je rebondis un peu sur ce que ont dit les deux collègues tout à l'heure. Il y a à la fois aussi cette, on va dire, concurrence mémorielle, ce que certains appellent concurrence mémorielle, entre une mémoire dominée et un narratif hégémonique qui est porté par le colon, en tout cas l'ancienne puissance esclavagiste, c'est elle qui formule, rédige le narratif dans l'espace public. Mais aussi, en fait, ce qui est important aussi de dire, c'est que ces statuts coloniales s'inscrit aussi dans un continuum colonial. C'est-à-dire qu'il y a un sous-développement. Il ne s'agit pas que de symbolique et d'espace public, c'est que cela fait un tout. C'est que les territoires d'outre-mer sont des territoires qui sont structurellement sous-développés par rapport à la métropole et qui ce sont des territoires qui ont été construits comme ça pour qu'il y ait cette relation de dépendance entre la colonie et la métropole. Et la citation que tu nous as fait part, Abdelkrim, elle s'inscrit aussi De dans ce Fanon, de Fanon. continuum-là. À chaque fois, en fait, les territoires colonisés aujourd'hui ou les anciens territoires colonisés sont en quelque sorte étrangers à eux-mêmes. Et ça se caractérise notamment dans l'espace public, mais aussi jusque dans la sphère intime. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit et ce qu'a dit Saïna juste avant. En fait, les réactions aussi tendues qui ont suivi les déboulonnages de statues, c'est aussi caractéristique d'une métropole française qui empêche en fait aux sociétés anciennement colonisées ou toujours colonisées d'avancer parce que on le sait, la statuaire publique en fait, elle est très facilement changeable en fait, même si on va dire que ce sont des monuments à valeur historique, etc. C'est facile de les reléguer dans un musée et d'ériger de nouvelles statues, mais il y a la volonté de les conserver dans l'espace public parce que ce sont des symboles et c'est ça, ce sont des symboles que la société française hexagonale veut conserver dans l'espace public. En fait, la statuaire publique, elle a toujours évolué, que ce soit à l'époque de la royauté française, à l'époque de Vichy. Enfin, je ne sais pas si à l'heure actuelle, il existe encore des frontons où c'est écrit famille, travail, patrie, etc. Mais ça n'existe plus, il me semble. Donc, en fait, c'est bien la preuve que la statuaire publique, en fait, elle évolue au fil des évolutions sociétales. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement français actuel euh, empêche dans les sociétés anciennement colonisées ou colonisées actuellement. Et c'est ça tout le problème, en fait, c'est que
il existe une demande populaire pour réévaluer les symboles, pour en ériger des nouveaux, pour réactualiser en fait les figures qui sont celles des sociétés actuelles, et c'est refusé en fait par le pouvoir colonial. Ouais, mais ce que je voulais dire en fait tout à l'heure par rapport à toutes ces questions-là, donc de mémoire dans l'espace public, et qu'on nous dit que en gros, oui, notre histoire, c'est l'histoire de la France, notre histoire est intimement liée à l'histoire de la France. Je pense qu'il y a aussi, et là-dessus on peut aller du côté un peu plus positif, mais il y a des communes qui montrent, des communes et des endroits qui montrent justement une autre façon de faire mémoire. Je prends la commune que Saïna connaît bien, le port. Le port qui était donc sous l'influence communiste à La Réunion depuis les années 50 avec Léon Le Pervenche puis Paul Vergès, qui était donc sous domination communiste et qui, justement, dans sa représentation publique, dans ses rues, dans ses noms de lycées, montre une autre vision de l'histoire réunionnaise. Montre une autre vision aussi idéologique, parce que, outre la grande avenue Charles de Gaulle qu'on retrouve dans toutes les communes de La Réunion, on a par exemple aussi au port, et ça c'est intéressant, on a l'avenue Lénine. Et ça c'est assez cool. C'est assez intéressant à voir. On a l'avenue Lénine, on a le lycée Léon Le Pervenche qui est justement un ancien communiste, qui était un communiste. Et juste à côté, donc au niveau de la possession, donc la ville qui est juste à côté, et ben on a aussi la même chose. On a par exemple la rue de la Palestine à la possession. Donc en fait, ça prouve qu'on peut aussi renommer, qu'on peut donner une autre vision du récit national historique. C'est juste que tous ces choix sont des choix politiques. Alors, j'apporte un élément de nuance parce que, en fait, ces petites initiatives sont à la marge, malheureusement. C'est très minoritaire, d'une part, et d'autre part, c'est uniquement symbolique. Ça n'arrête pas, le continuum colonial qui est à la fois, donc on parle de l'espace public, mais qui est lié aussi avec les conditions matérielles d'existence qui sont différentes de la métropole, parce que notamment, Emmanuel, dans son mémoire aussi, avait parlé du pacte colonial. En fait, toutes ces évolutions qu'il faut saluer, toutes ces initiatives, il faut les saluer pour ce qu'elles sont, mais malheureusement, ce ne sont que des choses qui sont à la marge, dans l'extrême marge presque. Oui, bah c'est pour dire que je suis du coup totalement d'accord avec toi, que les progrès qui sont certes non négligeables et importants dans la société, dans les sociétés colonisées, je prends notamment le cas de la Martinique, voilà, ils sont importants, mais ils restent effectivement très symboliques. Le fait qu'il y ait des changements de nom de rue, d'établissement, ou par exemple pour la Martinique, un nouveau drapeau, etc. C'est important, c'est bien, mais ça ne change pas les structures de domination, ça ne change pas les schémas hérités de la période esclavagiste. Et en fait, le problème de toutes ces actions et de l'existence de cette concurrence mémorielle, c'est que, en tout cas pour la Martinique, je répète, elle ne s'est pas véritablement accompagnée d'un projet politique, et que même s'il y a des militants parmi ceux qui ont participé au déboulonnage qui sont affiliés à des partis ou qui ont une certaine orientation politique, etc., ils n'ont pas porté un projet, ils n'ont pas porté un programme. D'ailleurs, le mouvement s'est un peu essoufflé par la suite, mais bon, globalement, dans la société martiniquaise actuelle, il n'y a pas tellement de perspectives qui laisseraient penser qu'il y a un espoir de changement structurel, de changement systémique dans la société. Donc, effectivement, en termes de mémoire, de culture, d'identité, il y a des progrès qui sont faits, mais de là à avoir une réduction des inégalités factuellement dans le système économique, dans la justice sociale, dans tout ce qui est concret, factuel, matériel, ça avance beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Du coup, ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, moi, quand je disais ça, c'est surtout parce qu'on me parlait des statuts, etc. Et donc, ça reste de l'ordre du symbolique, ça reste de l'ordre de la représentation. Mais effectivement, ces changements plus profonds, plus structurels pour entre guillemets, l'égalité de vie, l'égalité devant la loi, l'égalité à toutes les échelles, peut pas se faire sans changement de statut, malheureusement, parce qu'en fait, c'est le statut qui bloque. C'est le statut qui bloque à La Réunion, plus à La Réunion que dans les autres territoires malheureusement, parce qu'à La Réunion, donc, on est encore bloqué par l'alinéa Vera Poulet, le 73-5 de la Constitution, qui fait en plus d'être bloqué en tant que département réunionnais, on est bloqué à devoir appliquer toutes les lois françaises à l'identique à La Réunion, ce qui n'a aucun sens parce qu'on ne vit pas sous les mêmes tropiques, on ne vit pas dans les mêmes conditions, on n'a pas la même population, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas la même culture. Donc ça n'a aucun sens. Et donc effectivement, tant qu'on n'aura pas traité cette question de statut, on ne pourra pas traiter la question de l'émancipation du peuple.
Donc Aimé Césaire, justement, lui, il disait que son but à lui, c'était pas nécessairement l'indépendance ou l'autonomie, lui, c'est l'émancipation de son peuple. Mais l'émancipation de son peuple, malheureusement, pour la plupart des cas, passe soit par l'autonomie, soit par l'indépendance. Et c'est une question de statut. Oui, on reviendra un peu plus tard sur la question plus précise de l'indépendance et de l'autonomie, mais Saïna m'a parlé d'un concept assez intéressant qui peut s'appliquer peut-être à ce contexte, qui est celui de hétérotopie coloniale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, frérot, hétérotopie coloniale? Alors, j'ai piqué ça à Malcolm Ferdinand, qui lui pique à Michel Foucault. Il dit il cite du coup Michel Foucault dans son livre Une écologie décoloniale, où il dit que l'hétérotopie, début de citation, hétérotopie assigne à des lieux, topos, des usages et des pratiques différentes, hétéro, d'un centre géographique ou d'une norme. Et je trouve ça pertinent d'appliquer ce concept, on va dire, hétérotopie coloniale à la question des déboulonnages des statuts, parce que comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que l'espace public dans les colonies françaises est façonné par la métropole, par la France. Et c'est le narratif du dominant qui est hégémonique. Il est partout. Toutes les mémoires des personnes dominées, esclavagisées, dont les corps ont été saccagés, la culture détruite, sont dans des espaces fugitifs. Ils sont réduits à la fugitivité, que ce soit les figures héroïques de notre territoire, en général, sont les figures du marronnage. On les voit absolument pratiquement nulle part. Enfin, de temps en temps, on découvre que telle toponymie, tel nom appartient à en fait un esclave marron, un roi marron, par exemple, à La Réunion, ou un nom de crique, ou le nom d'une montagne en Guyane, par exemple. En fait, j'ai trouvé ce concept-là intéressant pour ce sujet parce que, en fait, le territoire, il est façonné de sorte à ce qu'il soit étranger à lui-même et que on érige comme ça des statues qui sont pour nous des figures mortifères. Par exemple, pour la figure de Maëla Bourdonnais à La Réunion, en fait, cette figure-là, ça n'a absolument aucun sens de laisser une statue comme ça sur un territoire qui est la Réunion. Cette personne a esclavagisé, c'était un administrateur colonial qui a notamment entraîné une répression sur les esclaves et le marronnage sur l'île. Ça n'a aucun sens de commémorer une figure comme ça pour un territoire comme la Réunion. Terme et aussi, j'aimerais aussi, moi j'aimerais bien mettre en lien le fait que la construction de ces statuts et leur histoire doit aussi s'inscrire dans le projet civilisationnel colonialiste de la France du 19e siècle. Et pour ça, je trouve assez éclairante une citation de Jules Ferry, où il dit, début de citation, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et ça, c'est du coup Jules Ferry, grand colonialiste et père de l'école obligatoire en France, sous la Troisième République. Disons, ces propos rappellent aussi certains propos qui défendent les statuts colonialistes, les statuts d'esclavagistes, comme par exemple une association qui s'appelle Association des Amis de Maïdela Bourdonnais, qui vont défendre en fait l'esclavagiste qu'est Maïdela Bourdonnais en disant des termes comme administrateur de génie, c'est un grand homme, etc. Mettre en lien en fait ces deux citations me paraissait éclairant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je peux rebondir dessus parce que du coup, ça me fait penser au cas de Victor Schellcher en Martinique, parce que du coup, il y a aussi évidemment des associations de soutien et l'amicale Victor Schellcher, etc. Enfin bref, un peu tout, un peu tout qui existe à ce sujet, mais aussi beaucoup de personnes qui l'adulent et l'admirent sans vraiment connaître, si ce n'est le personnage, mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, tous ses écrits, etc. Mais parce que globalement, en fait, c'est ça le rôle du récit national. Comme tu l'as dit, il y a des figures qui sont érigées en héros, enfin, je vais même pas dire en héroïne parce que c'est vraiment plus souvent héros que l'inverse, mais qui sont représentées dans l'espace public, qui sont admirées, qui sont apprises à l'école, dont les grandes actions, enfin certaines grandes actions sont très souvent reconnues, mais pas dans l'entièreté d'un parcours.
c'est aussi dans ce sens-là qu'on voit que malgré les initiatives de réappropriation mémorielle et malgré la concurrence qui est visible dans certains territoires, le récit national est encore le récit dominant. Et c'est aussi pour ça qu'il serait nécessaire de s'emparer euh, d'autres moyens que juste des victoires symboliques, comme par exemple en Martinique, il y a énormément de ronds-points avec des figures du marronnage, etc. Comme tu l'as dit, pareil. Il y a beaucoup de... C'est très présent finalement aussi dans l'espace public, mais ce n'est pas suffisant pour impulser un changement systémique. Ouais, pour finir là-dessus, juste, bah, par exemple, on prend l'exemple de Schoelcher en Martinique. Mais on peut prendre aussi l'exemple de Sardar Garriga à La Réunion, c'est un peu la même chose. Sardar Garriga, il a un seul mérite dans sa pauvre vie, malheureusement, c'est d'être le gouverneur qui a lu l'acte d'abolition de l'esclavage. Sauf qu'il a lu l'acte d'abolition de l'esclavage quasiment un an après son adoption en métropole, juste pour laisser le temps aux esclavagistes de finir la dernière campagne sucrière et de faire les derniers profits. Donc voilà, c'est une personne qui reste célébrée, c'est une personne sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas vraiment de débat. Enfin, malheureusement, à part des débats très marginaux, c'est pas une personne qui clive autant, on va dire, que Maëlle Bourdonnais. C'est une personne qu'on continue à célébrer le 20 décembre pour beaucoup. Et je trouve que oui, c'est là, pour le coup, les gens ont aussi du mal à avoir ce regard critique sur cette personne, d'autant plus qu'en plus, Sardar Garriga, on l'apprend même pas à l'école. Donc Sandra Garriga, c'est juste quelqu'un dont on parle le 20 décembre et qui n'est ni étudié à l'école, ni nulle part. C'est juste qu'il est présent dans l'espace public. Donc effectivement, l'espace public, dans la manière dont il est façonné, façonne aussi l'esprit des gens. Merci à tous pour cette première partie. On va essayer de faire une transition maintenant sur la deuxième question. Euh, donc, on a vu l'importance de changer le narratif mémoriel dans les territoires dominés par la France, afin qu'ils soient en cohérence avec les populations néocolonisées, etc., ou même colonisées. On va maintenant évoquer la question de l'indépendance et de l'autonomie. Euh, Maintenant, la question qui se pose, c'est euh, plutôt une question stratégique, plutôt une question d'organisation politique, de combat, etc. Une question aussi de pragmatisme. Euh, N'est-ce pas par l'indépendance ou l'autonomie que ces territoires-là pourront avoir un véritable récit mémoriel à leur image? Aimé Césaire, en 1946, donc à cette époque-là, il était encore membre du Parti communiste français, avait présenté devant l'Assemblée nationale le projet de loi de l'Union française, considéré par certains comme une loi d'assimilation coloniale. Le sociologue Saïd Bouamama, dans son ouvrage Figure de la Révolution africaine, indique que le choix politique de Césaire avait été jugé par des intellectuels martiniquais comme une sorte de, et je le cite, péché originel, pesant sur les Antilles. Cette formule-là, en fait, il l'a reprise à un écrivain indépendantiste qui s'appelle Raphaël Confiant. Euh, Bouamama explique en partie la décision politique de Césaire par le contexte des années 1950. Donc, comme quoi Césaire craignait euh, l'impérialisme américain, nord-américain, plus que l'impérialisme français, finalement. Grosso modo, hein, je vulgarise un peu. C'est-à-dire que, en fait, il craignait que si la Martinique échappait à l'orbite française, eh ben, elle pouvait se faire davantage dominée par un ennemi beaucoup plus redoutable qui était les États-Unis d'Amérique, selon la thèse de Bouamama. Deuxièmement, la départementalisation reste une mesure populaire. Je le cite, il dit, elle a reçu en son temps l'approbation des larges masses antillaises. Tout en dénonçant implacablement le colonialisme dans son légendaire discours sur le colonialisme qui avait inspiré toute une génération et qui continue d'inspirer aujourd'hui, Césaire estimait que la Martinique n'était pas prête pour prendre son indépendance. Et il faut rappeler qu'il a été député à l'Assemblée nationale jusque dans les années 1990. Donc, Bouamama, finalement, synthétise la position de Césaire. Il dit, mieux vaut parfois une vraie égalité qu'une fausse indépendance. Que pensez-vous de cette citation? Je pense que c'est une prise de position qui est très intéressante et en fait, c'est extrêmement difficile, en tout cas dans le cas de la Martinique, d'avoir un avis tranché sur la question de mon point de vue. Parce que effectivement, Césaire s'est battu pour que la Martinique obtienne les droits identiques à ceux de la métropole et encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on se demande est-ce qu'il avait vraiment eu raison?
d'attendre, de s'engager autant dans la départementalisation pour qu'au final les résultats soient plus qu'en demi-teinte, en demi-teinte, on va dire qu'ils sont très très décevants et qu'en contrepartie, on a peu d'exemples de territoires aujourd'hui qui ont fait leur décolonisation et qui en sont totalement satisfaits aussi. Donc, c'est difficile en fait de savoir quelle était la bonne solution à choisir. Mais en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la question statutaire est quasiment pour tout le monde en Martinique, en tout cas une grande partie de la population, elle est sortie des esprits. C'est plus une question qui se pose dans les programmes politiques, c'est plus une question qui est portée par les partis, c'est vraiment quelque chose qui a un peu disparu du paysage politique. Elle est restée présente assez longtemps, dans les années 50, 60, un peu 70, si bien qu'aujourd'hui, les préoccupations principales de la population, c'est le pouvoir d'achat, la réduction des inégalités, mais tout en restant dans un cadre français, en fait. Et la population a un peu renoncé à toutes ces ambitions d'autonomie, d'indépendance, d'émancipation, et se contente, en fait, d'une réduction des inégalités comme ce que Césaire avait priorisé dans les années 40-50. Donc, en fait, on en est toujours au même stade et c'est difficile d'avoir des perspectives futures qui vont dans le sens d'une indépendance à l'heure actuelle. Ouais, je vais plutôt dans ce sens aussi pour la Réunion. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là et qu'on parle du rôle de ceux qui ont œuvré pour la départementalisation, là, il y a Césaire pour la Martinique, mais c'est aussi Léon Le Pervenche et Raymond Vergès pour la Réunion. En fait, ce qui est intéressant à étudier là-dessus, c'est en fait le, l'intérêt qu'ils avaient à le faire et l'intention. L'intention. Quelle était l'intention? Comme Saïd Bouamama le dit, en fait, pour César, il y avait aussi cette question d'impérialisme américain, mais aussi de notre côté, donc il y avait cette volonté de croire en un espoir d'égalité. Et je pense que là-dessus, donc la départementalisation de Césaire, de Vergès et de Lepers était plutôt orientée vers cet espoir-là d'égalité qui finalement a débouché sur une espèce de grosse trahison de la France, parce que la France, comme l'a dit Frédéric Maillot récemment à l'Assemblée nationale, colon un jour, colon toujours. C'est pas en passant la départementalisation que la France allait changer d'attitude envers son peuple colonisé. Et puis après, en fait, ce qui a débouché dans les années 60, en fait, c'est que tous ces départementalistes donc de première heure, donc les communistes, se sont transformés en autonomistes. En fait, c'est que il y a eu un reversement du champ politique. Ceux qui étaient à la base contre la départementalisation sont devenus pour, et ceux qui étaient pour sont devenus contre. Et ceux qui sont devenus contre sont aussi ceux qui ont vu que la France allait les trahir, que la France les avait trahis et que la France allait encore les trahir, et que dans le fond, en fait, la seule solution, ça allait devenir cette autonomie. Puis dans les années 80, avec les grandes décentralisations, quand il y a eu la création de la région Réunion notamment, et donc des collectivités aussi dans les Antilles, il y a eu cette impression de se dire, ben vas-y, on a plus d'autonomie parce qu'on nous a donné une collectivité, on nous a donné plus de compétences. Mais ça, c'était un peu bah, c'est un faux bon en fait. On nous a fait faux bon. C'est juste, on vous donne des petites miettes de pain pour que vous arrêtiez de vous rebeller. Et ça a bien marché pour La Réunion. Le Parti communiste, depuis qu'il a conquis la région dans les années 80 puis dans les années 90, c'est totalement éteint sur cette question autonomiste. Et comme le dit Emmanuel, aujourd'hui, c'est une question qui n'existe plus et c'est une question qui est surtout sujet à polémique. À chaque fois que quelqu'un va prendre parti sur le statut, c'est une personne qui, de toute façon, déteste la République, c'est une personne qui déteste la France, c'est une personne qui est, entre guillemets, raciste anti-blanc, comme ils vont le sortir. Donc en fait, c'est un sujet qui ne fait plus débat aujourd'hui à La Réunion, malheureusement, il y a une diabolisation extrême de ce sujet dans l'espace public et politique qui fait qu'on ne peut plus en parler. Moi, je voulais rebondir sur ça, je voulais réagir parce que ça, en vrai, je me pose la question. Donc, on a vu qu'en 2020, il y avait eu quand même une certaine révolte euh, qui s'est manifestée dans la rue par un certain mouvement social quoi, contre ces statuts d'esclavagistes, etc. Mais on observe quand même, enfin, j'ai envie de vous poser la question, euh, qu'en est-il
de l'opinion publique, de la majorité de la population, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que, moi, il me semble quand même que ça reste une position minoritaire, celle de l'indépendantisme en tout cas, même y compris, je dirais même celle de l'autonomisme. Je ne sais pas si aujourd'hui, si c'est une question majeure de l'agenda politique, même pas, je vous parle même pas des élus, je vous parle aussi des électeurs, des citoyens, des travailleurs, des travailleuses, etc. Bon, même si on ne croit pas trop aux sondages ici, parce qu'il y a des manipulations avérées, ça peut être des questions orientées, l'opinion publique n'existe pas, tout ça. Mais en 1999, un sondage avait été réalisé par Ipsos, l'Institut de sondage, à la veille de la visite du Premier ministre Lionel Jospin aux Antilles. À la question, il y a 50 ans, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion choisissaient d'adopter le statut de département d'outre-mer. Aujourd'hui, quel type de statut vous paraît-il le plus adapté à ces départements? Et donc, à cette question-là, 5% des personnes interrogées en Martinique étaient favorables à l'indépendance. 5%. Un chiffre similaire avait été obtenu en Guadeloupe. En revanche, 21% des sondés en Martinique estimaient qu'il était nécessaire d'obtenir plus de décentralisation, plus de prérogatives et d'autonomie pour leurs assemblées locales. Bon, je sors cette info d'un article du Monde diplomatique de 1999, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'opinion publique? Qu'en est-il de ce qu'on appelle les masses, quoi? Est-ce que vous arrivez à sentir les tendances dominantes, les opinions dominantes, etc. Ouais, je vais faire très court, hein. Mais aujourd'hui, à La Réunion, je pense que Saina sera d'accord avec moi, mais déjà, la question de l'indépendance est totalement inexistante, en fait. C'est soit inexistante, soit très, 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 très marginale. Et la question de l'autonomie, elle est aussi marginale, moins que l'indépendance, mais ça reste quelque chose qui ne fait plus, qui ne touche plus aucun parti politique et c'est quelque chose qui n'entre quasiment plus dans les pensées des Réunionnais. Comme disait Emmanuel, les Réunionnais, comme les Antillais, pour le coup, la priorité, c'est la vie chère, la priorité, c'est le logement, la priorité, c'est de bien vivre, en fait, au lieu de penser à un statut. C'est plus une question aujourd'hui, je pense, idéologique entre gens comme nous qui discutent sur un podcast qu'une question vraiment populaire, en fait. Mais justement, je me disais que précisément, il y a peut-être un lien entre cette vie chère et la situation coloniale, non? Peut-être que certaines, même pas des élus, mais certaines personnes pourraient voir ce qu'on a appelé depuis le début du podcast, le continuum colonial entre des conditions matérielles d'existence assez sévères, assez précaires, etc., et la domination française. C'est pour ça que je vous parle en termes stratégiques. Est-ce qu'il n'y a pas, même pas, je vous parle même pas des élus et tout, mais même les nouvelles générations et tout, est-ce que vous voyez pas un petit changement? Yep. Alors, déjà, il y a, je pense en tout cas pour les deux territoires que sont la Guyane et la Réunion, un désengagement politique massif euh, qui est lié, je pense, à l'histoire coloniale et aussi à des pratiques assez récentes comme le Bumidum qui a, disons, noyé, étouffé toutes les velléités, les volontés indépendantistes, autonomistes des années 60, 70, 80. D'ailleurs, où il y avait un mouvement assez fort anticolonialiste, anti-impérialiste à La Réunion, la même chose en Guyane. Et le Bumidum a fait beaucoup de mal à ces mouvements-là, déjà marginalisés à ces époques-là, mais aujourd'hui, les indépendantistes et autonomistes, peu importe le territoire, sauf en Kanaki, en Polynésie, où ils ont un statut différent, ce sont des questions vraiment portées par quelques mouches sur un carré de sucre, quoi. Donc, ce désengagement-là politique est aussi lié à l'histoire coloniale et ensuite sur disons, les conditions de vie, les conditions matérielles d'existence dans les colonies françaises, qui sont liées, enfin, que sont l'inflation galopante, euh, les inégalités socio-économiques. Tout ça aussi, la cause, il faut pas la chercher loin pour comprendre que ça vient aussi de la colonisation. Le pacte colonial dont parle Emmanuel dans son mémoire fait état de ce lien entre colonisation et conditions socio-économiques dans les colonies. Et d'ailleurs, en tout cas, ça c'est un sujet dont je ne maîtrise pas, mais l'octroi de mer qui est présente, qui est une taxe d'origine, je crois, royale. Il me semble que c'est Louis quelque chose qu'il a instauré. Pour certains, c'est la cause aussi de l'inflation qui est structurelle dans nos territoires. Tout ça pour dire qu'il y a le désengagement politique qui est récurrent dans tous les territoires colonisés. Donc, je mets l'emphase sur l'outre-mer. Elle tire ses origines de cette histoire coloniale-là. D'abord avec l'esclavage,
un pan entier de la population est totalement éloigné du droit, en fait. Ensuite, avec la départementalisation, il y a eu le Bumidum, donc l'immigration massive euh, d'ultramarins, principalement de la Réunion et des Antilles françaises. La Guyane n'a pas été touchée. L'émigration d'ultramarins en France, ça a eu pour objectif notamment comme j'ai dit tout à l'heure, d'étouffer en fait les mouvements indépendantistes qui sont propres aux années 60, 70, 80, avec toute la phase des indépendances en Afrique. Et ensuite, donc ça, c'est le désengagement politique. Et ensuite, sur les liens entre conditions de vie matérielles dans les territoires d'outre-mer et la colonisation, là aussi, je pense qu'il y a tout un travail à faire de recherche et d'éducation populaire aussi, qui doit être porté notamment par les intellectuels de ces territoires-là, parce qu'il faut pas attendre. En tout cas, il y a très peu de chances qu'un Zoré, qu'un métropolitain s'intéresse à la question des inégalités, des inégalités qui sont structurelles, de l'inflation qui est structurelle dans ces territoires-là. Ouais, Euh, je voulais je- revenir sur l'octroi de mer. Donc, Mhm, effectivement, l'octroi de mer, c'est une taxe coloniale, en fait. C'est une taxe qui a été mise en place, justement, dans tous les territoires coloniaux à l'époque et ultramarins ensuite. Mais officiellement, actuellement, l'octroi de mer, il sert à financer les collectivités territoriales. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce qui est devenu l'octroi de mer, et parce qu'aujourd'hui, les élus de tous les bords, en fait, vont dire que l'octroi de mer, il faut le sauver, justement. Parce que si on enlève cet octroi de mer, ils vont le remplacer par la TVA, qui va être pire pour nos territoires. Et qui ne financera plus, d'ailleurs, les collectivités et tout ce qui va avec les rues, enfin, les routes, les collèges, les lycées, etc. Ce qui est intéressant dans l'attaque qui est faite de l'octroi de mer, c'est souvent aussi l'attaque qui est faite sur la surrémunération des fonctionnaires à La Réunion. C'est qu'en fait, dans le fond, moi, je suis en tant que bon anticapitaliste, j'ai envie qu'on remette aussi la question industrielle et la question des grands propriétaires dans les territoires ultramarins. C'est que ceux qui attaquent l'octroi de mer en disant que c'est l'octroi de mer qui fait augmenter les prix, c'est aussi ceux qui vont invisibiliser le fait que les prix, s'ils sont aussi élevés à La Réunion ou dans les Antilles, c'est à cause de GBH, c'est à cause des grands propriétaires comme de grandes surfaces. C'est eux qui sont des marges de fou, en fait. Parce qu'en fait, il y a la production locale. Il y a de la production locale de viande à La Réunion, de la production locale de légumes, de fruits. Mais les agriculteurs, eux, cette production locale-là, du coup, elle est pas concernée par l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer, c'est une taxe de protection aussi de la production locale. Ces producteurs-là, donc ces agriculteurs, sont payés une misère par les grands distributeurs. Puis ensuite, arrivés en magasin, les magasins font des marges de fou, en fait, de fou furieux. Les magasins nous prennent juste pour des cons. Et donc, effectivement, comme tu dis, Saïna, il y a donc de ce fait-là des cartels. En fait, il y a une entente entre Leclerc, entre Carrefour, entre tous ces magasins pour justement monter les prix, pour qu'il n'y ait pas de concurrence et pour qu'en fait, et finalement, on revient à toujours remettre la faute sur les collectivités, sur le public, sur la fonction publique, alors qu'en fait, le problème, c'est les grands capitalistes. Voilà. Oui, bah, je valide ce que tu as dit et ce qu'a dit précédemment Saïna, mais du coup, pour revenir à la question qui avait été posée avant, en fait, en 2020, ça aurait été une occasion effectivement de remettre sur le tapis la question de l'indépendance, de l'autonomie, du statut globalement des Outre-mer vis-à-vis de la France. Mais en fait, la question ne s'est pas posée, premièrement parce que la population, en fait, enfin, la population ne s'en est pas saisie dans le sens où ça a pris principalement du côté de la question mémorielle et de la question culturelle, parce que, en fait, enfin, ça revient à ce que tu as dit, le G, juste avant. On pointait du doigt les militants en leur disant oui, c'est bien joli ce que vous nous dites, mais on sait très bien que vous allez toujours faire vos courses à Carrefour et que vous donnez de l'argent au béquet. Donc en fait, c'est bien mignon, mais vous jouez le jeu des capitalistes, vous donnez votre argent au béquet et quel système on met à la place. Et en fait, ça rejoint le fait que au-delà des aspects symboliques, des aspects identitaires de la question de la société, de sa construction en Martinique, il y a le fait que pour trouver une nouvelle solution, il faudrait trouver un nouveau système et qu'on en est encore à milieu en fait. Parce que oui, ok, c'est une possibilité de devenir indépendant, de devenir autonome, mais en fait, sur quelle base? Parce que clairement, aujourd'hui, les Martiniquais ne bénéficient pas des produits de la Martinique.
C'est pas comme ça que ça se passe en termes économiques. Les terres sont détenues en grande partie par les béquets, donc les anciens esclavagistes, les premiers colons. Et toute la richesse économique est quasiment entre leurs mains. Ils ont un pouvoir politique extrêmement fort par rapport à ça. Ils ont des lobbies très puissants du côté de l'Union européenne. Donc en fait, comment se réapproprier l'ensemble de la Martinique, pas uniquement sur les aspects culturels? D'un point de vue économique, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et au-delà de ça, imaginons qu'il y ait, par exemple, une révolte et que les terres soient réappropriées par les anciens esclavisés, que la population martiniquaine reprenne en main ces terres, etc. Quel système on met en place après? Est-ce qu'on continue sur un système capitaliste qui, en fait, nous mène toujours aux mêmes limites, à la même débâcle et dont on voit aujourd'hui les limites avec l'utilisation de pesticides, avec le fait d'exploiter toujours des populations? En fait, ça mène à on fait quoi après? Et c'est en fait l'absence de réponse à cette question qui, je pense, cause un certain immobilisme, une certaine apathie auprès de la population. Et le fait que ces questions ne soient pas saisies par le personnel politique fait qu'il y a encore plus de désengagement parce qu'on se dit, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes solutions qui n'en sont pas, et au final, rien ne bouge. Au-delà des aspects symboliques, il n'y a rien de concret qui se passe. Moi, je pense que pour réagir à ce que tu as dit, euh, enfin, malheureusement, j'ai l'impression que notre génération, elle manque un peu d'imagination politique. Euh, c'est quelque chose que j'observe quand je lis les bouquins d'histoire, etc. Dans les années 20, 30, 40, 50, il y avait des mouvements sociaux de masse, il y avait des mouvements de libération nationale. Dans les années 60, 70, bon, également partout dans le monde, le maoïsme, le léninisme, les régimes socialistes, etc. Il y avait des tentatives, des expérimentations. Certaines, malheureusement, elles ont échoué. J'ai l'impression que au XXIe siècle, à part quelques tentatives social-démocrates en Amérique latine, malheureusement, notre génération n'a pas encore pris la mesure des possibilités politiques qu'elle peut accomplir et qu'elle peut concrétiser, quoi. Je pense que l'un des enjeux, l'un des défis auxquels on fait face, c'est de réfléchir théoriquement, mais aussi à la praxis d'un nouveau système socio-économique pour proposer une alternative au capitalisme et à l'impérialisme, quoi. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse qui me permet aussi de faire la transition vers le dernier point que je voulais aborder avec vous, dont on voulait parler avec vous, qui est celui de ce qu'on appelle l'argument d'Haïti, ou pour ce qui est de le cas de l'océan Indien, l'argument de Madagascar. Donc, selon la journaliste guadeloupéenne Marie-Claude Céleste, elle parallèle d'une certaine rhétorique catastrophiste. Elle dit, pendant longtemps, l'instabilité politique et les difficultés économiques de certains pays indépendants de la région, et tout particulièrement Haïti, ont été brandis comme des épouvantails par certains départementalistes pour dissuader toute velléité sécessionniste dans les départements français d'Amérique. Donc cet argument-là, il est assez récurrent, puisque, bon, malheureusement, on l'observe à Haïti. Euh, il y a moins de routes, moins d'écoles, il y a des salaires plus bas, plus de pauvreté, plus de violence intracommunautaire, etc., comparé à la Martinique. C'est une réalité sociale. Et aujourd'hui même, on le voit, l'État, il a failli dans ses missions. On a aujourd'hui beaucoup de violence, presque une guerre civile qui est en train de se déclencher dans ce territoire qui a tellement souffert. Dans ce pays aussi qui a été très combatif, je veux dire. Il faut rappeler que Haïti, avec les Jacobins noirs, etc., a été un pays révolutionnaire avec une population très politisée, etc. Donc voilà, je voulais vous faire réagir à cet argument-là, peut-être le G. Ouais, alors du coup cet argument justement c'est pour revenir, enfin ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, enfin la citation que tu avais donnée tout à l'heure, mieux vaut une vraie égalité qu'une fausse indépendance. En fait c'est un peu cette question-là, parce que aussi je reviens sur ce que dit Emmanuel en fait, c'est que quand on parle d'autonomie, d'indépendance, quelle autonomie, quelle indépendance? Ce que je disais aussi c'est que à La Réunion, enfin moi je le constate, et dans les débats idéologiques qu'il peut y avoir avec des autonomistes et des indépendantistes, c'est que certains veulent se libérer, entre guillemets, du joug colonial de la France, parce que le joug colonial de la France, ça veut dire aussi droit LGBT, ça veut dire droit des femmes, ça veut dire aussi accueil de l'immigration, ça veut dire aussi tout ça. Donc il faut faire attention avec qui on travaille sur cette marche vers l'autonomie et avec qui on travaille sur cette marche vers l'indépendance.
Ça ne peut pas marcher si c'est avec ce genre de personnes. Et d'autant plus que justement, si on prend l'exemple d'Haïti, l'exemple de Madagascar ou même l'exemple de Maurice, parce que Maurice, c'est un exemple aujourd'hui qui est... Avant, c'était un exemple à la mode. On disait que Maurice était pauvre, l'île Maurice était pauvre, l'île Maurice était ci ou ça. Aujourd'hui, l'île Maurice a son propre réseau de transport par métro. Une des plus grosses économies africaines. Maurice, c'est une économie flamboyante. Et du coup, ça pose aussi la question, en fait, malheureusement, ce qui s'est passé après l'indépendance, c'est que dans tous les cas, il y a eu indépendance statutaire, mais finalement, ces grands chefs, ces grands présidents restaient très inféodés à la France. En fait, ça restait des toutous de la France. Et c'est un peu pareil pour dans beaucoup de pays qui prennent leur indépendance et qui prennent leur autonomie. C'est qu'en fait, on a du mal à se détacher de la France parce qu'on a des dépendances économiques, parce qu'on a des dépendances alimentaires, parce qu'on a des dépendances énergétiques. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas eu ces indépendances-là, l'indépendance ou l'autonomie totale sera impossible parce qu'on sera toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, et d'ailleurs, juste un petit point, quand tu dis qu'on sera toujours dépendant de quelque chose, le risque, c'est aussi, notamment pour les territoires d'outre-mer, du fait de leur position géographique, c'est de devenir dépendant du tourisme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est parfois idéalisé vis-à-vis des anciennes colonies britanniques, parce qu'on a l'impression qu'elles s'en sortent mieux, et regardez, c'est attractif et c'est joli et tout le monde y va. Mais en fait, le risque quand on est dépendant du tourisme, c'est qu'on a une économie qui est malgré tout toujours tournée vers l'extérieur, qui a beaucoup de travaux qui sont faits en surface pour accueillir des personnes étrangères et qu'il y a des problèmes systémiques qui persistent, comme le manque d'emploi pour les locaux, comme le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas rénovées en profondeur, mais que ce soit toujours des aménagements territoriaux de surface et qu'au final, il y ait énormément de problèmes, notamment pour la suffisance alimentaire, etc., qui persistent. Donc, il y a toujours en fait cette limite quand on regarde si on se défait de la dépendance à la France, qu'est-ce que deviendra, par exemple, la Martinique, qu'est-ce que deviendra la Guadeloupe, qu'est-ce que deviendra la Réunion. On se dit qu'on va se reposer sur nos voisins, qu'on va prendre exemple de ce qui se fait géographiquement autour de nous. Mais le risque, c'est aussi de devenir dépendant du tourisme. Et bien que ça ait des avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et réagir sur ça en disant que, en fait, pour moi, il est impossible de vivre en autarcie, même dans des termes purement économiques, euh, très difficile de, enfin voilà, parce que les besoins sont multiples. Mais quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont expulsé la, qui sont en train d'expulser la France-Afrique, en tout cas, euh, avec des régimes, certes, qui ont fait des coups d'État, qui sont ce qu'on pourrait appeler dans le langage marxiste des régimes de petite bourgeoisie sui generis. Eh bien, le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation économique assez épouvantable. Et heureusement déjà qu'ils se sont alliés un peu entre eux pour compenser un peu les défaillances de chacun, pour s'entraider, etc., la solidarité entre ces trois pays du Sahel. Malheureusement, ça reste insuffisant et il y a énormément d'efforts à faire. Et je pense que, par exemple, si la Martinique, admettons, dans un hypothétique scénario d'indépendance, il ne faut pas qu'elle se trouve isolée, comme aujourd'hui Cuba. Cuba, elle est sous embargo depuis je sais pas combien d'années. À l'époque, au moins, elle avait l'URSS, avec qui elle avait un peu de commerce, etc. Il y avait quelques pays socialistes, etc., avec qui elle pouvait commercer. Mais aujourd'hui, il y a peu de, enfin, c'est inexistant même. Un État socialiste, c'est inexistant aujourd'hui. Il n'y en a pas. Du coup, euh, je pense que l'indépendance d'un seul pays et qui plus est veut trouver son indépendance du système capitaliste global, c'est une illusion. La construction du socialisme dans une seule nation, comme dirait le Joseph Staline, c'est pas possible. Je veux dire, à moins que tu t'appelles l'URSS, mais en l'occurrence, des petits États insulaires, etc. Moi, je pense que c'est très délicat, c'est très compliqué en tout cas. C'est pour ça qu'il faut le panafricanisme. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Yep, j'aimerais réagir sur l'argument d'Haïti, ou tout l'imaginaire qui est lié autour d'Haïti, de Madagascar, du Congo, il y a même certains qui parlent de pays maudits. Alors effectivement, il faut regarder, il faut s'intéresser à leur indépendance, comment elle s'est faite et qu'est-ce qu'elle en est. Et oui, si c'est pour passer du statut de colonie à néocolonie, ça vaut pas tellement le coup. Mais en fait, il faut aussi rappeler
le rôle et la responsabilité des pays impérialistes sur le sous-développement de ces territoires-là, de Haïti, du Congo, de Madagascar, des Comores, de la Jamaïque à l'époque. La Jamaïque, à l'époque, c'était pas mal tendu aussi dans les années 60, 70, 80, etc. Il faut rappeler ça et mettre au cœur euh, de l'analyse, disons, le rôle qu'a eu ces pays-là pour empêcher ces territoires de prendre véritablement leur émancipation. Et après, sur ce qu'a dit, pour rebondir sur ce qu'a dit Leger, sur les influences, disons, c'est vrai aussi que il y a, disons, dans les néocolonies, donc Haïti par exemple, les Comores aussi, il y a il y a ça aussi au Mali, au Burkina, c'est de arrêter et s'éloigner du joug du colon, du premier colon, disons, qui est la France, pour ensuite tendre la main à l'impérialisme russe, à l'impérialisme chinois, comme par exemple à Madagascar ou dans d'autres territoires, à l'impérialisme indien, à l'île Maurice. Tout ça, il faut prendre aussi, il faut être extrêmement critique, très critique de ces mouvements de passation de pouvoir entre oui, je suis pas avec la France, je suis avec la Russie, je suis pas avec la Russie, je suis avec la Chine. Tout ça, il faut faire extrêmement attention. Après, il est vrai que stratégiquement, il est extrêmement difficile de quitter l'Occident, disons, définitivement, sans avoir des alliés que sont la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite ou la Turquie, qui est pas mal présent aussi dans le continent africain. Donc, il faut jouer avec toutes les cartes, mais il faut aussi être très, très critique de ces tendances-là. Et après, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Emmanuel, sur le tourisme aussi. Le tourisme, malheureusement, il nous fait beaucoup de mal pour nos petits territoires. Et c'est un argument, je trouve, ultra-libéraliste. Enfin, moi, effectivement, je te rejoins sur le fait que on ne trouvera pas notre salut sur le tourisme. Ça, jamais. Je voulais juste revenir sur la question là sur la question de l'impérialisme britannique, etc. En fait, quand j'ai pris l'exemple de Maurice, c'était et après Emmanuel elle avait raison en fait. C'est qu'on met aussi en place beaucoup d'infrastructures pour plaire à l'extérieur, pour plaire aux touristes. Et Maurice, c'est un bon exemple parce que Maurice, c'est juste une terre de tourisme. Maurice, malheureusement, c'est une terre où le droit du travail il est carrément inexistant, où les gens en fait sont tous condamnés à aller bosser dans des hôtels, où toutes les plages sont privées, ou quasiment toutes sont privées, rachetées par ces grands hôtels, ces grands groupes. Donc ça reste aussi des terres qui sont malheureusement, qui aujourd'hui, ok, n'ont pas de statut colonisé, mais sont quand même colonisées par le capital. Donc oui, non, je suis d'accord avec vous et désolé si j'avais pas été clair sur ces questions-là. Oui, simplement, moi, je voulais faire ma conclusion avant la tienne, cher co-présentateur. C'est toi qui vas clôturer, je te laisse l'honneur. Mais je voulais dire simplement que merci pour tout. Vous avez dit les termes bien énervés. Et aussi, comment dire, on a parlé de pas mal de choses qui vont pas dans les territoires colonisés, néocolonisés, post-colonisés, appelons-le comme on veut, mais qu'il faut pas pour autant baisser les bras. Je pense que il faut parvenir à s'organiser, à formuler des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies politiques, et que le rôle de notre nouvelle génération, c'est aussi de formuler comment dire, des propositions innovantes, quoi, des propositions originales, tout en restant pragmatique, sans tomber pour autant dans l'opportunisme, parce que malheureusement, on a perdu beaucoup de camarades qui ont fini euh, par lâcher l'affaire, par devenir mou, et puis qui au final n'ont rien, n'ont rien changé à la donne, quoi. Et, euh, et ouais, continuer le combat, comme on dit. Et je pense que de toute manière, je parlais de ça récemment avec un pote. Je me disais que ce qui va arriver dans les prochaines décennies, ça va être une dinguerie avec le changement climatique. Genre, on n'est pas prêts, les gars. Enfin, on n'a pas encore assez parlé d'écologie, mais le Sud global,
il risque de prendre très très cher. La France est varlée, quoi. Il va recevoir 50 000 personnes migrantes par jour. Donc, tenez-vous bien au grand remplacement, ça va venir. Euh, et voilà, je pense il faut répondre à tous ces défis. Et l'objet de ce podcast aussi, c'est de discuter de tout ça. Bon, tranquillement, on ne se prend pas non plus pour des experts, pour des experts. On n'est pas non plus l'avant-garde révolutionnaire léniniste. On n'en est pas encore là, mais bon, tant qu'on se constitue en journaux, en collectif, en parti, je pense qu'on peut faire avancer un petit peu les choses, quoi. Et voilà, merci beaucoup aux invités en tout cas. Merci le G, merci Emmanuel. Vous me régalez la team. Voilà. Merci à vous. Ici, moi, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Merci beaucoup. Vous avez été magnifiques.